Merci pour votre fidélité à l'émission Procédure. Madame Prudence Julie Niané Somda est l'invitée de ce numéro. Elle est la ministre des Droits humains et de la promotion civique. Avec elle, il sera question des principales missions de son département, des grands chantiers, mais également et surtout du respect des engagements pris par le Burkina Faso, notamment pour ce qui concerne les conventions ratifiées pour garantir certains droits aux citoyens. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir également, madame. Bonsoir. Quelles sont justement les principales missions de votre département et comment se fait la collaboration avec le ministère de la Justice quand on sait qu'à un certain moment, ce ministère s'est occupé justement des questions liées à la promotion des droits humains? Oui, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. À l'émission Procédure, que je salue d'ailleurs, qui est une émission qui permet d'avoir beaucoup d'informations et donc qui contribue à l'information, à la sensibilisation de la population sur plusieurs thématiques. En tout cas, félicitations pour l'émission et beaucoup de courage dans votre travail dans ce sens. Merci. Pour ce qui concerne le ministère des Droits humains et de la promotion civique, selon les attributions qui sont les siennes, le ministère a pour rôle d'abord de promouvoir et de protéger les droits humains. Ensuite, de promouvoir également le civisme, d'œuvrer pour l'introduction de l'éducation aux droits humains dans le secteur formel et non formel, et aussi de travailler pour la promotion de la tolérance et de la paix. Il y a également une des attributions qui consiste à travailler pour le suivi des accords internationaux dont vous venez d'évoquer. Et il y a également un travail qui est fait dans le sens de la protection des personnes qui sont victimes de violences. Donc en somme, on travaille de manière à promouvoir et à protéger les droits humains, les droits des populations burkinabées, des individus, des collectivités, des groupes, etc., etc. Et justement, comment se fait la collaboration avec le ministère de la Justice quand on sait qu'à un certain moment, ce ministère avait également en charge la promotion des droits humains? Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, le ministère des Droits humains avait été fusionné à celui de la Justice. D'abord, il faut relever que le ministère de la Justice joue un grand rôle, un rôle très important dans la protection des droits humains. C'est le ministère c'est le ministère de la Justice qui œuvre en tout cas pour l'effectivité des droits humains. Parce que quand vous êtes victime de violation de vos droits, vous avez recours à la justice par une plainte par exemple, et là on vous rétablit dans vos droits. Donc sans la justice, il y aurait un maillon des droits humains qui serait absent. Donc la justice contribue énormément à l'effectivité des droits humains. Cependant, je pense que le gouvernement a remarqué qu'en le fusionnant, on perd un peu l'aspect promotion, alors que nous sommes dans une société où il est toujours nécessaire de faire la promotion des droits humains. Aujourd'hui, beaucoup connaissent leurs droits, mais il faut encore éduquer, il faut encore former. D'où la nécessité d'avoir séparé encore, à mon avis, les deux ministères pour permettre en tout cas de faire la promotion des droits, mais de pouvoir également protéger en collaboration avec le ministère de la Justice. Voilà, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait pour la défense justement des droits humains et la promotion civique? Oui, je dois dire que pour les activités que nous menons sur le terrain, nous avons des activités de sensibilisation, des activités d'information, d'éducation, de formation, à travers des séminaires, des ateliers, des conférences, des théâtres forums, des ciné-débats, des projections suivies de débats, etc. Ce sont des activités qui nous permettent d'échanger avec la population, qui nous permettent de recueillir les besoins de la population, les attentes de la population, et de les intégrer en tout cas dans ce que nous faisons, mais de leur donner les informations nécessaires pour leur permettre soit de revendiquer leurs droits, soit de les connaître déjà et de pouvoir en tout cas par la suite les revendiquer. Et ce que nous faisons par exemple au niveau de chaque région ou au niveau central, nous avons un centre d'écoute et de documentation qui est un centre qui reçoit des personnes qui sont victimes de violations de leurs droits. Ils exposent leurs problèmes et dans le sens de la protection des droits, nous on les accompagne soit en faisant de la médiation, de la conciliation,
conciliation ou en les référant à des personnes ou à des structures capables de pouvoir résoudre leurs problèmes, tels que le ministère de la Justice par exemple. Donc sur le terrain, nous faisons aussi beaucoup de médiation et de conciliation, puisque une de nos missions, c'est de promouvoir la tolérance et la paix au Burkina Faso. Et justement, vous parlez de sensibilisation sur le terrain. Est-ce que vous avez des éléments justement qui vous permettent de mesurer les impacts de ces actions? C'est vrai que c'est une des grandes préoccupations au niveau du ministère. Comment mesurer les résultats des actions que nous menons sur le terrain pour pouvoir les capitaliser. Effectivement, ça constitue un défi énorme parce que, comme j'aime à le répéter, les droits humains, ce n'est pas une route qu'on construit et que l'on va constater ou encore un puits creusé. Donc, c'est vraiment complexe et délicat, c'est plus ou moins immatériel. Donc, ce que nous faisons, cette année, nous avons prévu de faire une étude de base sur les droits humains. Elle aurait dû être faite depuis l'année dernière, mais ça n'a pas été évident. Mais cette année, nous allons la réaliser. Cette étude nous permettra, selon les régions et selon les différents types de violations, de pouvoir, à un temps T donné, mesurer l'impact de ce que nous avons fait. Mais de manière générale, vous constaterez et vous serez d'accord, je pense, avec moi, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus avec une population qui méconnaît totalement ses droits. Aujourd'hui, le contentieux en justice a beaucoup augmenté. Même au niveau du ministère, les saisines du ministère pour les plaintes de violation des droits, ça a beaucoup augmenté. Donc, les gens connaissent maintenant leurs droits. Et cela est dû à toute l'action de la promotion qui est faite sur le terrain, pas seulement par le ministère des droits humains, mais également par d'autres acteurs que sont les autres départements ministériels ou encore les autres acteurs privés tels que les organisations de la société civile, par exemple. Et quand on voit les activités sur le terrain, notamment les journées, etc., on a l'impression que la cible privilégiée constitue la jeunesse. Oui, une de nos cibles, c'est la jeunesse, mais il n'y a pas que la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'on le dit souvent, c'est l'avenir. Ce sont les hommes de demain, c'est ceux qui doivent en tout cas travailler pour en tout cas gérer le pays dans l'avenir ou même animer en tout cas la vie dans l'avenir. Donc il est tout à fait normal qu'on s'intéresse à cette jeunesse pour qu'elle puisse partir sur de bonnes bases. Alors, avoir les bonnes valeurs, les bons repères et pouvoir en tout cas là où il y a eu des défaillances, pouvoir redresser les choses. Donc, effectivement, on s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Mais vous allez également remarquer que, je prends un exemple, pendant les manifestations, vous voyez que quelquefois on utilise les élèves qu'on met dans la rue, ce qui n'est pas à leur avantage, tant sur le plan scolaire que sur le plan de la formation sociale. Donc, nous travaillons beaucoup avec les élèves pour les sensibiliser sur leur rôle aujourd'hui, mais sur la prise de conscience qu'elles doivent avoir pour bâtir le monde de demain. Mais il y a également les autres couches. Nous avons les hommes de tenue, comme on les appelle, les forces de l'ordre et de sécurité, les agents de santé, nous avons également les femmes, nous avons les enfants, nous avons les personnes âgées, nous avons les personnes handicapées. Donc vraiment, on a beaucoup de cibles, mais aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il est nécessaire d'agir beaucoup sur la jeunesse pour vraiment inculquer toutes les valeurs, leur donner la base nécessaire pour l'avenir. Et c'est pourquoi une de nos cibles privilégiées, c'est la jeunesse, mais sinon tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Le Burkina Faso a ratifié un certain nombre de conventions au niveau international en matière de droits humains. Comment cela se fait justement pour éviter entre autres des contradictions avec l'arsenal juridique interne qui, on imagine, garantit déjà certains droits? Oui, il faut dire qu'il y a un travail qui est fait en amont et en aval. Parce qu'avant de ratifier une convention, il va sans dire qu'il y a des aspects de cette convention qui intéressent forcément le pays. Donc la convention présente un certain intérêt pour le Burkina, en griffe, puisqu'on parle du Burkina. Donc avant de ratifier, on examine d'abord l'intérêt de la ratification pour le Burkina. Et donc on ne va pas ratifier une convention, pardon, qui ne va pas dans le sens, en tout cas, de l'intérêt du Burkina Faso. Donc il y a déjà cet aspect. Ensuite, lorsque la convention est ratifiée, s'il y a
des aspects dans la législation interne contraires à la Convention, on travaille de telle sorte à pouvoir relire ou reviser la loi, le décret, etc., pour mettre justement ces textes internes en conformité avec la Convention qui a été ratifiée. Et s'il y a concordance, ben, on fait tout pour prendre tous les textes d'application et permettre à la Convention de pouvoir vraiment être appliquée de manière effective au Burkina. Donc, quelquefois, cette procédure est plus facile lorsqu'elle répond à un besoin immédiat, ponctuel et important, ou en tout cas un besoin qui est là. Ça, c'est facile parce que là, il y a la volonté politique, il y a l'adhésion de la population, il y a tous les éléments qui sont réunis pour effectuer les changements, pour qu'il y ait concordance. Mais quelquefois, nous ratifions des conventions, mais qui, selon les pratiques, les traditions, les valeurs au Burkina, ce n'est pas facile de mettre ces textes-là en conformité. Alors là, il y a un travail à faire, et c'est un travail de sensibilisation, un travail de changement de mentalité en faveur de ce qui a été ratifié, de ce qui a été signé. Et voilà, on fait ce travail pour justement obtenir le consensus et permettre à ce qu'on puisse mettre les textes internes en adéquation avec la convention qui a été ratifiée. Mais qu'est-ce que les conventions apportent de plus justement par rapport aux garanties déjà offertes par les instruments juridiques internes? Bon, je pourrais répondre à cette question en disant tout simplement plus de protection. Plus de protection, pourquoi? Parce que les textes, les conventions, le plus souvent contiennent des dispositions qui vous protègent au-delà de vos frontières. Et ça, c'est plus de protection. Et les conventions donnent également une certaine force, en tout cas plus de force, à un texte qui existe sur le plan interne. Donc, cela encore entraîne à plus de protection. Et il y a des conventions qui prévoient des mécanismes qui permettent, en tout cas, de saisir certaines institutions pour voir rétablir les personnes qui sont victimes de violations de leurs droits. Et je prends par exemple la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je prends également la CPI sur le plan international, je prends également les différents mécanismes mis en place par les comités qu'on appelle les organes de traité, les comités chargés de surveiller la mise en œuvre de ces conventions-là. Il y a des traités qui prévoient, des conventions qui prévoient des mécanismes en leur sein que les populations peuvent saisir pour voir leurs plaintes examiner, bien sûr selon certaines conditions, il faut remplir certaines conditions. Donc pour répondre simplement à votre question, je dirais que c'est plus de protection et c'est une protection beaucoup plus étendue, beaucoup plus ferme, etc., etc. De la protection aussi, on imagine, à l'endroit des Burkinabés vivant à l'étranger. Bien sûr, oui. À l'endroit des personnes vivant à l'étranger et au cas par exemple où ces personnes se déplaceraient au Burkina ou même au cas où... Donc si en tout cas les pays, dans le pays dans lequel se trouve un Burkinabé a ratifié la convention, par exemple cette convention lui sera applicable, ou encore un étranger au Burkina, la convention lui sera applicable. Donc dans tous les cas, il y a cette protection-là en tout cas qui est renforcée. Voilà, madame, on va prendre des exemples de conventions. En avril 2013, le Burkina Faso a effectué son deuxième passage à l'examen périodique universel EPU. En quoi consiste cet examen et quels sont les enjeux justement? Bon, je dois dire que l'examen périodique universel est un mécanisme qui est mis en place sur le plan international par l'ONU pour essayer de contrôler, de surveiller la mise enfin le respect des droits humains, l'effectivité des droits humains dans les pays membres de l'ONU. Et c'est ainsi que selon une périodicité bien déterminée, avant c'était tous les 4 ans, actuellement c'est tous les 4 ans et demi, chaque pays est tenu de passer à l'examen périodique universel, de présenter un rapport faisant ressortir l'état des droits humains dans le pays concerné, faisant également ressortir toutes les mesures qui ont été prises tant sur le plan administratif, législatif, réglementaire, etc., etc.,
politique pour permettre en tout cas l'effectivité des droits humains. Et à l'issue de la présentation, il y a un dialogue interactif qui est fait entre le pays examiné et les autres pays membres de l'ONU, du Conseil, et il y a des recommandations qui sont formulées par la suite. Ces recommandations en fait servent à permettre aux pays examinés de savoir où est-ce qu'il y a des défis à relever, où est-ce qu'il faut encore faire plus d'efforts pour améliorer la situation des droits humains. Et le pays est tenu de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations, parce que dans 4 ans et demi, il va falloir revenir présenter ce que vous avez fait pour améliorer justement la situation des droits humains dans votre État. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est très important sur le plan international, qui est universel et auquel adhèrent beaucoup de pays de l'ONU et qui marche en tout cas assez bien aujourd'hui. Vraiment c'est un mécanisme qui est crédible et c'est un mécanisme qui, de manière j'allais dire objective, examine en tout cas la situation des droits humains dans les différents États. Et pour ce qui concerne le Burkina Faso, 165 recommandations ont été formulées après la présentation de ce rapport. Quels commentaires? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup parce que le système a changé au niveau du Conseil des droits de l'homme. Lors du premier passage des différents pays à l'examen périodique universel, après la formulation des recommandations, on résumait les recommandations. Par exemple, s'il y a 5 pays qui ont fait des recommandations sur la situation des droits de la femme, on résumait la recommandation et on mettait les différents pays qui ont fait la recommandation en parenthèse pour indiquer quels sont les différents pays qui ont formulé la recommandation. Mais au deuxième passage, les différents pays ont recommandé que chaque État qui formule une recommandation, que la recommandation soit maintenue telle qu'elle, même si elle est répétée 150 000 fois, qu'elle soit maintenue telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il faut, avec tous les mots qui ont été dits et de la manière dont ça a été formulé, il faut maintenir. La France a dit ça, la Suisse a dit ça, le Danemark a dit ça, etc. etc. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec 165 recommandations. Mais je dois dire que les 165 recommandations, lorsqu'on essaie de les résumer, on peut aboutir à 5 grandes thématiques. Il y a d'abord l'amélioration du fonctionnement de l'organisation de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, qui a été mise en place, mais qui, pour les premiers pas, titube toujours. Il y a également des recommandations relatives à l'indépendance de la justice, au fonctionnement de la justice, à l'organisation de la justice. Il y a des recommandations qui sont relatives aux droits de la femme et de l'enfant, et notamment au MGF et autres. Il y a beaucoup de recommandations qui se recoupent sur cette thématique-là. On peut également citer le fait qu'on a recommandé qu'il y ait une amélioration du niveau de vie des populations burkinabées, et également des recommandations relatives au droit à la santé et au droit à l'éducation. Donc voilà les 5 thématiques sur lesquelles vraiment on peut dire que les différents États qui ont formulé des recommandations, en tout cas c'était sur ces 5 grandes thématiques-là. Mais ce n'était pas du tout apparemment une messe à faire, puisque vous avez accepté certaines recommandations et rejeté d'autres. Oui, je veux dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on vous fait on formule les recommandations, celles que vous pensez pouvoir mettre en œuvre et que vous pensez être dans la ligne droite de ce que vous faites ou de ce que vous devez faire, on les accepte. Mais qu'est-ce que vous avez par exemple rejeté? On a par exemple rejeté la recommandation tendant à enlever la polygamie de notre texte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons estimé que sur le plan interne, sur le plan national, les mentalités, les pratiques et autres ne sont pas encore prêtes pour qu'on supprime la polygamie du code des personnes et de la famille. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce n'est pas une obligation. On a dit que c'est une option et on a besoin et du comportement de l'époux et de l'épouse pour que cette option-là puisse être valable. C'est vrai qu'on peut l'interpréter comme étant une entrave à l'effectivité des droits de la femme, mais c'est ce qui existe actuellement dans notre législation, c'est ce qui va actuellement avec la mentalité. Et en tant que ministre, en tant que femme, vous êtes pour ou contre la polygamie? Bon, comment répondre à la question? Pas en tant que juriste, en tant que femme. Mais en tant que femme, je suis contre la polygamie.
contre la polygamie parce que je me dis que le mariage, c'est une affaire de deux personnes. Il faut bien que les deux personnes se témoignent amour et fidélité et tout ce qu'on veut autour de cela. Mais il faut dire aussi qu'avec les conditions de vie aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas facile d'avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Déjà avec une femme, on n'arrive pas à s'en sortir avec la scolarité des enfants, l'entretien des enfants, le loyer, l'eau, l'électricité. Alors quand on en a plusieurs et qu'il faut prendre soin de plusieurs enfants, c'est pas évident. Sans oublier que dans certaines familles polygames, il y a des conséquences qui, quelquefois, ne sont pas agréables à vivre. Donc pour toutes ces raisons, moi particulièrement, je ne suis pas d'accord avec la polygamie, mais je pense que nous avons rejeté la recommandation en nous disant que laisser le temps au temps, de toute façon, c'est une pratique qui, si elle doit perdurer, existera, mais si elle doit disparaître, elle disparaîtra d'elle-même. Voilà, on l'a compris, madame, vous l'avez applaudi, vous avez applaudi cette recommandation en tant que femme, mais vous l'avez rejetée en tant que ministre. En tant que ministre, en tant que juriste, en tant que... voilà. Voilà, merci. Et justement, quels sont, pour terminer sur ce sujet de l'examen périodique universel, quels sont les engagements que vous avez pris? On a pris beaucoup d'engagements parce que nous avons accepté 133 recommandations, notamment qui vont dans le sens des 5 thématiques que je viens de citer. Alors nous avons pris des engagements pour que le système judiciaire soit amélioré, pour qu'au niveau de la CNDH, on puisse vraiment mettre les moyens en œuvre pour lui permettre de fonctionner normalement. Nous avons également pris des engagements pour travailler dans le domaine de l'effectivité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes vulnérables de manière générale, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes âgées. L'exclusion sociale, nous avons pris des engagements pour travailler dans le sens à éradier ce phénomène d'exclusion sociale, surtout pour ce qui concerne les femmes accusées de sorcellerie. Nous avons pris également des engagements pour travailler à ce que la présence des enfants sur les mines ne soit plus vraiment d'actualité. Donc vraiment, il y a beaucoup d'engagements que nous avons pris dans le cadre des recommandations de l'examen périodique universel. Voilà, madame, dans la même dynamique, le Burkina Faso a présenté son rapport périodique relatif à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Quel est l'état des lieux établi par ce rapport? Nous sommes toujours en 2013. Oui, toujours en 2013. Oui, parce qu'en 2013, nous avons effectivement présenté 3 rapports, plus l'examen périodique universel, et nous avons également déposé 2 autres rapports qui peut-être au cours de l'année 2014 feront l'objet d'examen. Pour revenir à votre question concernant l'état des lieux en matière de mise en œuvre de la Convention sur la discrimination raciale, nous avons fait ressortir dans notre rapport qu'il n'y a pas de discrimination raciale de manière notoire au Burkina Faso. Malgré les environ 65 ethnies et autres, nous vivons en bonne intelligence, ça va, il n'y a pas de problème. D'abord, comment justement on définit cette discrimination raciale au Burkina Faso? Ça, c'est une des recommandations qui est ressortie en fait au cours de l'examen, parce qu'il a été recommandé au Burkina Faso de définir exactement la discrimination raciale conformément à la convention que nous avons ratifiée. Sinon, actuellement, il n'y a pas de définition en tant que telle dans notre législation sur la discrimination raciale. Donc, c'était une des recommandations du comité pour voilà. Et il a été également recommandé qu'on puisse prévoir les sanctions aux actes de discrimination raciale, parce que effectivement ça n'existe pas de manière isolée également. Et pour revenir donc à votre question, c'est dire que nous avons dit qu'il n'y a pas vraiment de discrimination au Burkina Faso. Il y a quelques difficultés que nous connaissons quelquefois, notamment pour ce qui concerne, puisque c'est ressorti, pour ce qui concerne les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais nous avons noté que cela est dû à la raréfaction des ressources naturelles. Parce que la population croît alors que les ressources
naturelles diminue et chacun veut travailler pour pouvoir survivre et donc il y a une concurrence à la matière, d'où ces conflits malheureusement que nous observons. Mais nous avons relevé que nous avons pris des mesures et nous mettons en œuvre en tout cas tout pour pouvoir lutter contre, par exemple, ces conflits-là. Il y a également le problème de l'exclusion sociale, les femmes accusées de sorcellerie dont j'ai parlé, que l'on considère aussi comme une discrimination puisque ce sont des personnes qui sont isolées, qui sont mises à part. Mais sur ce point aussi, nous avons relevé que nous entreprenons déjà d'ailleurs des actions pour lutter contre ce fléau-là. Il y a également le problème de la discrimination ascendante, c'est-à-dire au niveau des castes. Voilà, et nous avons souligné que c'est un phénomène qui est en voie de disparition. Effectivement, il a été relevé que dans certaines régions, ce phénomène existe toujours, tel que dans la région du Nord, mais nous avons relevé que c'est de manière résiduelle et bon, on travaille aussi à ce que ça ne puisse plus exister en autonomisant les populations qui sont dans la nécessité, qui sont obligées d'être traités comme des sous, voilà. Voilà, et justement, vous avez parlé de la définition justement de cette discrimination raciale. Quelles sont les autres recommandations justement qui ont été formulées? Il y a notamment la définition, la sanction, il y a également l'exclusion sociale, il y a la question des mendiants et des enfants, les enfants qui sont mis dans la rue, la mendicité. Il y a même eu une recommandation sur les maîtres coraniques, il y a eu des recommandations sur la discrimination ascendante, de tout faire pour que ça ne puisse plus exister. Il y a eu également des recommandations disant que pour ceux qui... par exemple les réfugiés, qu'on puisse travailler de telle sorte que ces réfugiés puissent bénéficier en tout cas des droits basiques et leur permettant de s'épanouir, de pouvoir être vraiment voilà, bien installés, bien intégrés sur notre territoire. Donc ce sont des recommandations de cette nature. Voilà, 2 autres rapports ont été présentés par le Burkina Faso en 2013, l'un sur la protection des droits des travailleurs migrants et l'autre sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je vous propose de revenir sur le rapport présenté en novembre 2013 sur la lutte contre la torture avec notre envoyé spécial Annick Rachel Kandon. Le retard de plus de 10 ans n'enlève rien au sens de l'exercice. La présentation au comité anti-torture des Nations Unies du rapport initial sur l'état de la torture au Burkina Faso, censé être fait une année après la ratification en 1999 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c'est maintenant chose faite depuis ce 6 novembre 2013 à Genève en Suisse. Il s'est agi pour la ministre des Droits humains et de la promotion civique et sa forte délégation de faire le point des mesures et législations prises en matière d'interdiction de la torture au cours de la 51e session du comité anti-torture et de recueillir ses recommandations. Salué dans l'ensemble, ce rapport a mis au jour une lacune fondamentale que n'ont pas manqué de relever les rapporteurs. Le droit burkinabé ne contient pas de définition de disposition reprenant la définition de la torture telle qu'elle résulte de la Convention. Vous l'avez vous-même dit, madame. Cependant, je suis obligé d'insister sur cette nécessité, parce qu'il s'agit d'une lacune fondamentale, à mon avis. En effet, pour moi, la définition de la torture, c'est un minimum pour que vraiment la Convention puisse commencer à avoir un début d'application. Définir la torture et ériger l'acte de torture en infraction autonome me paraît être un plancher pour commencer par exécuter, par appliquer la Convention contre la torture. Les dispositions sont maintenant prises pour
Et même si des recours à des qualifications pénales de substitution existent, le comité a invité le pays à définir clairement la torture et à établir les modalités de sa répression, chose à quoi le Burkina Faso dit déjà s'atteler. Il y a un programme et ce chronogramme a déjà commencé parce que même dans les échanges du gouvernement avec les partenaires sociaux, il a été prévu, les syndicats surtout, il a été prévu l'adoption de cette loi-là. Et aujourd'hui, nous avons déjà élaboré l'avant-projet de loi que nous avons soumis au Conseil des ministres pour adoption. Et après ça, le projet ira à l'Assemblée pour que l'Assemblée puisse voter la loi qui organise la définition de la répression de la torture. Donc nous espérons qu'en 2014, cette loi-là puisse être votée et puisse entrer en vigueur et produire ses effets. Nous sommes déjà engagés dans le processus et il est déjà bien avancé d'ailleurs. Processus dans lequel nous avons tenu à inclure toutes les composantes qui interviennent dans le domaine des droits humains. Adoptée en décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Convention contre la torture dispose en son article 19 que chaque État partie est tenu de présenter au comité un rapport initial et un rapport périodique tous les 4 ans sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses engagements. Ces rapports sont confrontés à ceux d'ONG et mouvements des droits humains et ont permis pour cette fois d'interpeller le pays des hommes intègres sur la résolution définitive des dossiers, dont celui Norbert Zongo. Le prochain rendez-vous du Burkina devant le comité anti-torture est prévu pour 2017. Voilà, madame, on l'a vu encore à travers cet élément, la présentation du rapport sur la lutte contre la torture à Genève en novembre 2013. Là encore, il y a un problème de définition. La torture n'est pas définie comme infraction autonome au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, la torture n'est pas définie conformément à la Convention qui a été ratifiée par le Burkina Faso. Mais comme nous l'avons relevé dans l'élément qui vient de passer, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement et qui va bientôt, c'est déjà fait, et qui va bientôt passer sur la table de l'Assemblée pour qu'on puisse être conforme justement à la convention que nous avons ratifiée. Cependant, je voudrais juste relever quelque chose au passage. Elle n'est pas définie comme dans la convention, mais ce qui est important, c'est de prendre les dispositions pour que la torture ne puisse pas exister, ce que le Burkina fait déjà. Nous avons formé des gens sur la convention, nous avons déjà fait des enquêtes sur des cas de torture. Donc c'est déjà des dispositions qui sont prises, mais rien ne sert de mettre en adéquation la définition avec celle de la convention si aucune mesure n'est prise. Pour nous, l'important c'est de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de torture au Burkina Faso. Mais comment lutter concrètement contre la torture si elle n'est pas définie? Mais c'est pourquoi je dis que c'est pas qu'elle n'est pas définie. Elle est définie, mais pas exactement selon la Convention. Vous avez entendu ce qu'il a dit, le rapporteur a dit. Il faut que ce soit défini exactement selon les termes de la Convention qui a été ratifiée. En tant qu'infraction autonome. En tant qu'infraction autonome, voilà. Mais sinon, la torture est réprimée au Burkina Faso, mais elle n'est pas définie exactement avec les termes point par point comme la Convention l'a fait. Donc c'est pourquoi on nous recommande de mettre en adéquation notre définition avec celle de la Convention. Mais comme je le dis, ces choses faites, on attend juste que, en fait, la décision revient maintenant au Parlement, voilà, et on sera en adéquation avec la Convention. Voilà, pour être en adéquation avec la Convention, vous l'avez dit, qu'est-ce que cela implique justement au niveau, par exemple, des textes au Burkina Faso, que ce soit le code pénal ou bien le code de procédure pénale? Quelles sont les nuances justement? Ça implique qu'il y ait une relecture de ces documents-là pour justement reprendre la définition de la torture exactement comme celle qui est prévue par la Convention. Ça implique également qu'on prévoit des sanctions
qui sont assortis selon le degré des cas de torture, exactement selon la Convention. Mais là, la Convention dit que chaque État est libre de fixer le quantum des sanctions en fonction des degrés de torture. Donc, on va relire le code pénal si ce texte-là existe pour y introduire la torture avec sa définition et toutes les autres dispositions qui l'accompagnent. Voilà, mais en attendant cette définition de l'infraction, de la torture comme infraction autonome, qu'est-ce qui est fait justement au Burkina Faso en matière de lutte contre la torture? Oui, ce que je disais tantôt, nous essayons de sensibiliser et nous essayons de former les forces de l'ordre et de sécurité, de défense, pour que dans l'exercice de leur fonction, les OPJ surtout, pour que dans l'exercice de leur fonction, il n'y ait pas de torture. Par exemple, si les gendarmes, les policiers, pendant les gardes à vue et autres, tous les droits humains sont respectés, et qu'il n'y a pas de torture. Qu'est-ce que vous considérez comme torture, justement? La torture, c'est par exemple, elle peut être physique, elle peut être morale. Elle peut être physique lorsqu'on frappe, on bat un détenu, lorsqu'on le blesse ou on lui inflige des traitements qui sont inhumains, comme d'ailleurs le dit la Convention, inhumains, dégradants ou cruels. Voilà, c'est tout cela qu'on appelle torture. Mais la torture aussi peut être morale. Donc tout ça, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle la torture. Et nous, on forme justement les personnes qui sont en contact avec les populations pour que dans l'exercice de leur fonction, il n'y ait pas de torture. On forme également les agents de santé pour que dans l'exercice de leur fonction, il n'y ait pas la torture. Mais nous formons de manière générale la population pour que la population sache qu'elle a des droits en matière des droits concernant l'intégrité physique, l'intégrité morale et tout, et que ces droits-là doivent être protégés. Et qu'en cas de violation de ces droits, il y a des recours. Donc tout ça, ce sont des actes que nous posons aujourd'hui pour justement éviter la torture. Et au niveau du ministère, nous on organise des sorties dans les lieux de détention que nous appelons professionnels, parce que nous n'avons pas la responsabilité de réprimer. Nous avons le devoir de voir est-ce que les droits humains sont respectés dans les maisons de détention. Donc nous organisons des sorties, nous faisons des recommandations, après nous faisons un suivi pour voir si les recommandations sont mises en œuvre, et on travaille aussi en collaboration avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour les droits des prisonniers, des détenus, etc. et aussi avec le ministère de la Justice. Voilà, le prochain rendez-vous concernant la lutte contre la torture, c'est pour 2017. Oui. En termes d'engagement, est-ce que d'ici là, on peut s'attendre justement à la définition de la torture comme infraction autonome, également comme recommandation à la mise en place d'une structure justement chargée de cette lutte? Oui. Est-ce que vous prenez l'engagement à procéder? Bon. À mon avis, en tout cas, rien ne peut, en fait, à mon avis, empêcher que d'ici 2017, fin 2014 d'ailleurs, que nous disposions d'une loi qui définit la torture, qui prévoit les sanctions contre la torture, qui protège les personnes qui dénoncent la torture et qui prévoit le mécanisme dont vous parlez. Parce qu'en fait, c'est une recommandation qui est prévue par le sous-comité qui recommande de mettre en place un mécanisme chargé de la prévention de la torture. Donc, dans l'avant-projet de loi qui est déposé sur la table, il y a ce mécanisme qui est prévu. Et pour moi, dès que cette loi-là entre en vigueur, le mécanisme va marcher, la définition sera là, les sanctions seront là. Voilà, madame, vous êtes pris au mot. À présent, un autre rapport, celui sur la protection des travailleurs migrants. Que peut-on retenir? Cela aussi a été présenté en 2013. Oui, c'est vrai, pour ce qui concerne les travailleurs migrants, il y a également eu la convention. Ce sont les travailleurs migrants et les membres de leur famille. En fait, il s'agissait pour nous de faire ressortir les mesures que le Burkina a prises pour pouvoir garantir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Et on entend par travailleurs migrants ceux qui viennent au Burkina pour travailler, mais les Burkinabés également qui quittent
le pays pour aller travailler ailleurs et s'y installer avec les membres de leur famille. Alors on a fait le point, des recommandations ont été faites, notamment par rapport à la cellule, parce que normalement il y a une cellule qui doit être mise en place pour examiner les demandes des personnes qui demandent, examiner les demandes des réfugiés qui demandent asile et tout et tout. Donc cette cellule, il a été recommandé que la cellule soit mise en place. Il a été recommandé également qu'on puisse continuer à faire des formations sur la Convention pour que les gens puissent connaître la Convention. Par exemple, nous menons des activités, la journée du migrant. Ce sont des activités que nous menons chaque année en collaboration avec certains PTF pour justement faire connaître la Convention, dire quels sont les droits des travailleurs migrants, quels sont les devoirs, etc., etc. Voilà, et après la présentation de ces différents rapports, quelles sont les dispositions prises en œuvre justement pour la mise en œuvre des recommandations formulées par ces différents comités? Oui. Pour la mise en œuvre des recommandations et des observations issues de l'EPU et formulées par les organes de traité, les comités, en fait, il y a un comité interministériel qui est mis en place. Par exemple, pour l'EPU, pour élaborer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Alors ce plan d'action sera élaboré et les activités seront intégrées aux activités non seulement du ministère des Droits humains, mais également des autres départements ministériels qui sont intéressés, tels que la santé, l'éducation, la promotion de la femme, le ministère des Mines, etc., etc. Et donc, on va essayer chacun d'intégrer dans ses activités quotidiennes ces recommandations-là, de telle sorte qu'à la fin, on puisse les capitaliser. Mais avant tout, il faut d'abord élaborer un plan d'action. Et c'est ce plan d'action-là qui est en train d'être élaboré par un comité qui a été mis en place, qui regroupe les structures ministérielles, mais également les organisations de la société civile. Mais pour certaines thématiques bien précises, telles que le comité des migrants, là par exemple, puisque nous avons dit que nous voulons mettre en place une stratégie nationale de migration, il a été recommandé qu'on puisse accélérer ce processus de mise en place de la stratégie. Et si la stratégie est mise en place, on va mettre en œuvre les actions de la stratégie et puis voilà. Et pour la torture, comme nous l'avons dit, il y a d'abord il faut se conformer à la Convention et il faut faire fonctionner le mécanisme, l'observatoire qui va être créé pour que l'observatoire puisse travailler à prévenir la torture et qu'on puisse sanctionner quand il y a lieu de sanctionner. Donc vraiment il y a un certain nombre de mesures qui sont prises actuellement pour permettre justement la mise en œuvre des recommandations, des observations. Donc vous confirmez, il y a une coordination des actions des différents acteurs pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations. Oui, Est-ce que c'est vraiment concret? Oui, c'est concret. Le comité est là, il est composé il est interministériel et même avec des organisations de la société civile. Il est là, il est créé, il travaille déjà à mettre en œuvre, à élaborer le plan. Pour vous dire en fait, après le premier passage du Burkina à l'EPU, un plan avait déjà été élaboré. C'est ce plan-là en fait qui va être relu, puisque les recommandations, certaines recommandations sont revenues. Donc ce plan-là va être relu et prendre en compte aussi certaines observations, parce que les observations formulées par les comités, certaines observations se retrouvent dans les recommandations de l'EPU. Donc on va prendre en compte tous ces aspects-là et puis on va travailler ensemble. Par exemple, le thème de notre CASEM qui a eu lieu la semaine dernière, c'est sur les stratégies de prise en compte des droits humains dans les politiques sectorielles. Ce que nous voulons, c'est que les recommandations, c'est vrai, c'est le ministère des Droits humains qui a représenté le Burkina, qui a présenté le rapport, qui a recueilli les recommandations. Mais ce n'est pas le ministère seul qui doit mettre en œuvre les recommandations. C'est tout le monde. Ce sont les OSC, ce sont les autres départements intéressés. Pour cela, nous essayons d'abord de diffuser même les recommandations. Il y a eu plusieurs séances de restitution des résultats de l'EPU. Il y a eu des articles dans les journaux, une conférence de presse, et on essaie de passer dans les régions pour dire quelles sont les recommandations qui ont été formulées ou les observations des comités. Tout cela pour permettre à chaque acteur de prendre en compte ces recommandations et ces observations dans son travail quotidien pour permettre justement de capitaliser tout ça à la fin.
Voilà, madame, on a évoqué les principales missions de votre département, également justement la mise en œuvre et le respect des recommandations des conventions. Nous sommes presque en fin d'émission. Est-ce qu'on peut revenir sur les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en matière de défense des droits humains et de promotion civique au Burkina Faso? Bon, les difficultés, il y en a. Ou bien tout se passe bien? Les difficultés, il y en a parce que c'est un ministère qui est beaucoup soutenu par les partenaires techniques et financiers, mais malheureusement qui se font rares aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande difficulté pour le ministère parce que il n'est pas évident que toutes les idées que nous avons, que nous puissions les mettre en œuvre, quelquefois faute de moyens. Mais le gouvernement a affirmé une volonté cette année en dotant le ministère, en tout cas en rehaussant un peu le budget qui est alloué au ministère. L'autre difficulté, c'est comme nous l'avons dit, c'est l'évaluation même, la capitalisation des résultats que nous obtenons. C'est pas évident et ça demande vraiment un travail énorme. C'est un grand défi à relever et nous travaillons à relever ce défi-là. Une autre difficulté, mais qui n'est pas vraiment une difficulté, c'est que c'est un ministère qui est très jeune, qui cherche vraiment à se faire une place, à se faire une assise. Et vous imaginez ce qui peut, voilà, être ce qu'on peut considérer comme conséquence dans ce genre de situation avec du personnel très très jeune, très ambitieux. Ce qui est une qualité. C'est une qualité, mais quelquefois il y a des inconvénients. Donc il y a quand même quelques difficultés. Voilà la dernière question. Pour 2014, quels sont les grands chantiers au niveau du ministère des Droits humains et de la promotion civique? Mais pour 2014, un des objectifs, c'est vraiment de faire de telle sorte que le ministère soit déconcentré dans toutes les régions. Parce que jusqu'à l'année dernière, nous n'avions que 4 directions régionales. Nous en avons eu 3 autres en 2013. Et vraiment, l'ambition, c'est de faire de telle sorte que dans les 13 régions ou encore les 12 régions en dehors du centre, on puisse avoir une direction régionale. Cela permettrait au ministère de se rapprocher des populations, de considérer de manière spécifique les violations qui se passent dans les différentes régions, parce que les violations sont différentes selon les régions. Et si vous êtes au niveau central, c'est difficile de tout embrasser à la fois. Donc il faut vraiment aller vers ces régions, vers ces publics cibles-là, recueillir leurs attentes et travailler de manière spécifique sur ces attentes-là. Ça, c'est une grande ambition du ministère. Nous envisageons aussi la mise en œuvre de tout ce dont nous venons de parler, les recommandations de l'EPU, le plan d'action issu de la politique qui a été adopté aussi en 2013, puisqu'il y a maintenant une politique des droits humains et de la promotion civique. Il y a également eu le forum en 2013, le Forum national sur le civisme, avec des recommandations. Il faut qu'on s'attelle à les mettre en œuvre. Et il y a aussi la prise en compte des droits humains dans les secteurs, dans les documents, les politiques sectorielles, les stratégies, les plans d'action, etc. Ça, c'est un grand challenge, parce que si vous avez constaté avec le genre, aujourd'hui, on parle de budget sensible au genre, de politique sensible au genre et tout. Alors, il faut que les droits humains on puisse travailler tout le temps et pour tout document sur l'approche basée sur les droits humains. Ça, c'est un grand défi. Lorsqu'on aura en tout cas les droits humains pris en compte par tous les secteurs, aussi bien dans le domaine privé que public, on aura fait un grand pas, parce que chacun travaillera désormais pour l'effectivité des droits humains. Et il y a la CENAC. Nous avons vu que cette année, la CENAC vraiment beaucoup de la population a vraiment adhéré, et il y a de la demande dans les régions, et au vu de cela, nous avons prévu de faire une caravane du civisme qui va sillonner toutes les 13 régions et qui va mener des activités semblables à celles qui ont eu lieu ici à Ouagadougou à l'occasion de la CENAC, qui permettra donc de sensibiliser la population, mais aussi d'échanger, de créer des cadres de concertation. Et nous allons continuer toujours avec nos activités de sensibilisation sur les conflits agriculteurs-éleveurs, mais aussi sur la nécessité de préserver la paix au Burkina Faso et de cultiver la tolérance. Voilà, justement, madame, comme peut-être dernier mot, vous avez votre public cible en face, en tant que ministre des Droits humains et de la promotion civique, un message?
Oui, c'est comme nous le disons chaque fois, c'est un message de paix, un message de tolérance et appeler chaque citoyen burkinabé à savoir que chacun a un rôle à jouer dans la construction de notre nation. Chacun a une part de responsabilité et chacun doit assumer cette part de responsabilité. S'il est vrai que l'État doit tout faire pour garantir tous les droits à tous les citoyens, il faut que les citoyens aussi sachent que nous avons des devoirs et que nous sommes obligés, en tout cas, de respecter ces devoirs. Donc l'appel que je lance aujourd'hui, c'est toujours de travailler pour revendiquer ses droits, mais revendiquer ses droits en pensant à ses devoirs, mais en pensant surtout à la paix au Burkina Faso, à la culture de la tolérance, et c'est ensemble que nous pourrons justement bâtir le Burkina et vivre dans une société où les droits humains sont effectifs. Madame Nia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Monsieur Tapsova. Chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous la ministre des Droits humains et de la promotion civique. Il était entre autres question des grandes missions et des grands chantiers de ce département pour cette année 2014. C'est fini pour Procédure. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.